J'ai vu des ruelles sombres, des vies brisées. Mais l'histoire de Chloé, cette petite fille trouvée seule, m'a ouvert les yeux sur une autre noirceur. Au-delà de la misère visible, se cachait un secret. Un héritage négligé. Des impôts impayés, près de 1200 €. Un petit montant, mais suffisant pour masquer une trahison silencieuse. Une dissimulation calculée, derrière un sourire convenable. Avant d'écouter la suite, abonnez-vous et écrivez en commentaire le nom de votre ville. Ces petits liens rendent chaque histoire un peu plus humaine. Je m'appelle Gérard Dubois. J'ai dépassé la cinquantaine. J'ai toujours cru qu'il suffirait d'élever mes enfants pour n'avoir plus rien à regretter dans cette vie. Mais un jour, j'ai compris qu'il y a des choses qu'on ne reçoit pas toujours en retour de ce qu'on a donné. Ce matin-là, il y a quelques années, le soleil de Chartres projetait de longues ombres sur les rues calmes. Pour moi, le sergent Gérard Dubois, cela aurait dû être un jeudi comme les autres. 30 minutes avant la fin de ma garde, mon esprit vagabondait déjà vers cette partie de pêche que j'avais prévue pour le week-end. Ma première vraie pause depuis des mois. C'est à ce moment-là que l'appel est arrivé. Un 911. Une voix d'enfant à peine audible. L'adresse, le 1423, rue des Coquelicots. « Sergent, on a un cas étrange », crépita la voix de ma collègue à la radio. Appel d'un enfant, à peine audible. Adresse tracée au 1423, rue des Coquelicots. Le ton semble urgent, mais on ne distingue aucun détail. J'étais à 5 minutes de là. Je prends l'appel, ai-je répondu, allumant mes sirènes. Quelque chose au fond de moi me disait que ce n'était pas une routine. Ma voiture de patrouille filait le long de la rue des Coquelicots. Je notais comment les maisons bien entretenues cédaient progressivement la place à des propriétés de plus en plus négligées. Le 1423 se dressait tout au bout, une petite maison délabrée, à la peinture écaillée, à l'herbe folle. La boîte aux lettres débordait de courriers non ouverts. Je m'approchai avec prudence, des années de formation guidant mes mouvements. « Police, quelqu'un est là », ai-je appelé, frappant fermement à la porte. Aucune réponse, mais j'ai cru entendre comme un gémissement venant de l'intérieur. Lorsque j'ai testé la poignée, la porte a gémi et s'est ouverte. L'odeur m'a frappé en premier, une odeur de moisi et de rance. Le salon était encombré de vieux journaux, de canettes vides, de contenants alimentaires abandonnés. Mais c'est la petite collection de dessins d'enfants, scotchés çà et là sur un mur, qui m'a serré le cœur. « Bonjour, je suis là pour aider », ai-je appelé doucement. « Y a-t-il quelqu'un » Une voix faible a répondu du couloir. « Ici, je suis là. » J'ai suivi le son jusqu'à une petite chambre. Ce que j'ai vu m'a cloué sur le pas de la porte. Une petite fille, pas plus de 5 ans, recroquevillée sur un matelas nu posé à même le sol. Ses bras minces enlaçaient un abdomen sévèrement distendu, qui semblait démesuré pour sa petite taille. Son visage était pâle, les yeux cernés de marques sombres. Ses cheveux blonds étaient emmêlés et sales. « Bonjour », ai-je dit doucement, m'agenouillant à côté d'elle. « Ah, comment t'appelles-tu, ma puce ?»« Chloé », a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. J'ai vraiment mal au ventre. Une vague de froid m'a envahi. L'abdomen de l'enfant était gonflé d'une manière qui ressemblait étrangement à une grossesse. Mais c'était impossible. Ce n'était qu'une petite fille. « Où sont tes parents, Chloé, ou la personne qui prend soin de toi ?» ai-je demandé, sortant déjà ma radio pour appeler une ambulance. « Grand-mère dort depuis si longtemps », a chuchoté Chloé, les larmes aux yeux. Elle ne se réveille plus pour moi. Ma formation a pris le dessus, même si mon esprit s'emballait avec de terribles possibilités. J'ai actionné ma radio. Ici Dubois. J'ai besoin d'une ambulance au 1423, rue des Coquelicots, immédiatement. Enfant en détresse sévère avec distension abdominale aiguë. Je me suis retourné vers Chloé, dont la respiration était devenue plus difficile. « Est-ce que je vais mourir comme grand-mère ?» a-t-elle demandé, sa petite voix brisée. Mes propres yeux se sont embués de larmes alors que je la soulevais avec précaution dans mes bras. «
Pas aujourd'hui, ma puce. Pas si j'ai mon mot à dire. Je ne pouvais pas attendre l'ambulance. Chaque minute semblait critique. Accroche-toi, Chloé, ai-je murmuré en la portant jusqu'à ma voiture de patrouille. Je t'emmène chez des gens qui peuvent t'aider. Alors que je fonçais vers l'hôpital, sirène hurlante, je n'arrêtais pas de regarder dans le rétroviseur la petite fille allongée sur la banquette arrière. Ses yeux étaient maintenant clos, sa respiration superficielle. Reste avec moi, Chloé, lui ai-je crié. Nous y sommes presque. Ce que les médecins allaient découvrir allait me briser le cœur et changer nos vies à jamais. Les sirènes de ma voiture de patrouille ouvraient la voie à travers le trafic matinal de Chartres alors que je fonçais vers l'hôpital général. Chaque secousse de la route provoquait un petit gémissement de Chloé. Chaque son resserrait le nœud d'angoisse dans mon estomac. Plus que 3 minutes, Chloé, ai-je crié par-dessus mon épaule, appuyant plus fort sur l'accélérateur. Tu es formidable, ma puce. J'ai saisi ma radio. Ici sergent Dubois. J'arrive à l'hôpital général avec une urgence pédiatrique. Et à 3 minutes. J'ai besoin de personnel médical prêt à l'entrée. La voix de la régulatrice a crépité en retour. Bien reçu, sergent. Ils vous attendront. Mon esprit courait plus vite que mon véhicule. En 15 ans de police, j'avais vu ma part de situations déchirantes, mais quelque chose dans les circonstances de cette petite fille me frappait différemment, l'abdomen distendu, la maison abandonnée, la mention d'une grand-mère qui ne se réveillerait plus. Les morceaux formaient un puzzle avec une image trop douloureuse à contempler. J'ai jeté un nouveau coup d'œil à Chloé dans le rétroviseur. Ses yeux étaient maintenant clos, sa respiration superficielle et rapide. Cette vue a déclenché une vague de panique en moi. Chloé, tu m'entends, ai-je appelé. Dis-moi ta couleur préférée. Ses paupières ont papillonné. Bleu, a-t-elle murmuré. Comme le ciel. C'est bien, Chloé. Continue de me parler. Quel est ton animal préféré? Les éléphants, a-t-elle murmuré. Ils ont des familles qui restent ensemble. J'ai senti ma gorge se serrer. C'est vrai, ils le font. L'hôpital est apparu, son entrée des urgences déjà animée. Comme promis, une équipe médicale attendait avec un brancard. J'ai freiné brusquement et suis sorti de la voiture en quelques secondes, soulevant Chloé avec précaution de la banquette arrière. Fillette de 5 ans, distension abdominale sévère, malnutrie, semi-consciente, ai-je signalé en la plaçant doucement sur le brancard. Trouvée seule dans une maison, a mentionné que sa grand-mère dormait depuis longtemps. Le docteur Sophie Duval, le médecin de garde, a regardé de Chloé à moi avec de l'alarme dans les yeux. Depuis combien de temps est-elle ainsi? L'inconnu, ai-je répondu, trottinant à leur côté alors qu'ils transportaient Chloé à travers les portes automatiques. J'ai répondu à un appel 911. Aucun adulte n'était présent. L'équipe médicale s'est déplacée avec une efficacité rodée, transférant Chloé dans une salle d'examen. Des infirmières ont attaché des équipements de surveillance tandis que le docteur Duval effectuait une évaluation rapide. Sa tension artérielle est dangereusement basse, a annoncé une infirmière. L'expression du docteur Duval est devenue plus préoccupée en examinant l'abdomen de Chloé. Nous avons besoin d'une échographie immédiatement et de commencer une perfusion avec des fluides. Je suis resté en retrait, me sentant soudain impuissant alors que la terminologie médicale volait dans la pièce. J'ai regardé le visage de Chloé, si jeune, si innocent, tordu de douleur, même dans son état de semi-conscience. Une infirmière m'a touché le bras. Sergent, nous aurons besoin de vous poser quelques questions pour son admission. J'ai hoché la tête, incapable de détacher mes yeux de la petite fille. Je ne sais pas grand-chose, juste son prénom, Chloé. Elle était seule dans la maison. Je pense que sa grand-mère est décédée récemment. Le stylo de l'infirmière s'est arrêté sur son presse-papier. Donc, il n'y a personne à contacter? Pas de proche. La question m'a frappé comme un coup physique. Cet enfant pourrait être complètement seul au monde. Je ne sais pas,
ai-je admis. Je devrais enquêter. Le docteur Duval s'est approché, le visage grave. Sergent, nous l'emmenons pour une échographie d'urgence. Son état est critique. Quoi que ce soit qui cause cette distension abdominale exerce une pression sur ses organes vitaux. Mais est-ce qu'elle va s'en sortir, ai-je demandé, surpris par l'émotion dans ma propre voix. Le docteur Duval a posé une main sur mon épaule. Nous allons faire tout ce que nous pouvons, mais je dois vous préparer. Cela semble grave. Alors qu'ils emmenaient Chloé, ses yeux se sont ouverts brièvement. Elle a tendu une petite main vers moi. Ne pars pas, a-t-elle murmuré. J'ai attrapé ses petits doigts dans les miens. Je serai juste ici à t'attendre, Chloé. Je le promets. J'ai regardé jusqu'à ce qu'il disparaisse à travers les doubles portes, puis j'ai sorti mon téléphone. Ma partie de pêche était oubliée. Découvrir ce qui était arrivé à cette petite fille et qui était responsable de son état était maintenant ma seule priorité. Un frisson froid m'a traversé, réveillant un souvenir ancien, une nuit d'hôpital, d'attente, où le sort de ma propre Camille s'était joué. Je me suis retrouvé seul dans le silence étrange du couloir des urgences. Mon esprit, d'abord submergé par l'urgence, a commencé à reculer, à rebobiner le fil des heures. C'était comme si l'adrénaline se retirait, laissant place à une sensation de froid, un écho. L'écho de ce matin-là, quand la lumière du jour avait révélé une réalité bien plus sombre que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je me suis revu, quelques heures plus tôt, à foncer vers la rue des Coquelicots. Le quartier. Au début, les maisons étaient charmantes, avec leurs petits jardins bien tenus, leurs façades propres. Puis, petit à petit, tout s'est dégradé. Comme si la vie, là-bas, avait décidé de se retirer, laissant derrière elle une poussière d'abandon. Le 1423. C'était la dernière maison, presque perdue au fond d'une allée. La peinture s'écaillait par plaques, comme une vieille peau fatiguée. L'herbe. Haute, sauvage, engloutissant presque le pas de la porte. Une boîte aux lettres. Elle débordait de courriers jaunis, de pubs froissés, comme une bouche béante et oubliée. Un signe évident que personne ne s'en occupait depuis longtemps. Je me suis approché avec une prudence instinctive, celle que des années sur le terrain vous inculquent. La police. J'ai frappé. Un coup sec. Puis un autre. Le silence. Ce silence pesant, interrompu seulement par un vent léger qui faisait frissonner les feuilles mortes. Et puis, je l'ai entendu. Un son ténu. Un gémissement. Un murmure de douleur qui me venait de l'intérieur. Mon ventre s'est noué. J'ai testé la poignée. Elle a tourné. La porte a grincé, s'est entr'ouverte, révélant une obscurité troublante. L'odeur. Elle m'a frappé en plein visage. Une odeur de renfermé, de moisi, d'humidité. Et quelque chose d'autre, une odeur douceâtre, métallique, que je connaissais trop bien. L'odeur de la mort. Le salon. C'était un capharnaüm. Des journaux jaunis, empilés. Des canettes vides. Des restes de nourriture oubliés sur une table basse. Un désordre qui criait la solitude. Mais mon regard a été attiré par un mur, où quelques dessins d'enfants étaient scotchés. Des formes naïves, des couleurs vives, un monde d'innocence posé là, au milieu du chaos. Cela m'a serré le cœur. Bonjour, ai-je murmuré, ma voix adoucie. Police. Je suis là pour aider. Un silence. Puis, un son. Faible. Ici, je suis là. Il venait du fond du couloir. J'ai suivi le son, mon pas lourd sur le plancher qui craquait. La chambre. Et là. Là, elle était. Chloé. Une petite chose. Recroquevillée sur un matelas posé à même le sol. Ses bras, si fins, étreignaient un ventre démesurément gonflé. C'était trop gros. Trop grand. Pour un corps si petit. Son visage était d'une pâleur mortelle, ses yeux cernés de poches sombres.
ses cheveux blonds, emmêlés, ternes. Le temps semblait s'être arrêté. Je me suis agenouillé à côté d'elle. Bonjour, ma puce. Comment tu t'appelles? Chloé, a-t-elle soufflé, sa voix presque un soupir. J'ai mal au ventre. J'ai posé ma main sur son front. Fièvre. Une fièvre sourde. Où est maman? Papa, ai-je demandé, ma voix douce, rassurante. Grand-mère, elle dort, a-t-elle répondu, les larmes roulant sur ses joues sales. Là elle dort depuis si longtemps. Elle ne se réveille plus pour moi. Pour faire le petit déjeuner. Mon cœur a manqué un battement. Ce n'était pas un sommeil. J'ai senti une vague de froid m'envahir, une certitude glaçante. J'ai vérifié le reste de la maison. La chambre. Là, Monique Leclerc, 76 ans, gisait sur son lit. Son corps était froid, rigide. Elle était partie. Il y avait plusieurs jours. Un enfant. Seul. Avec le corps de sa grand-mère. Pendant des jours. L'horreur m'a saisi, une rage sourde a commencé à monter en moi. Cette petite fille. Abandonnée. Oubliée. Par le monde. Par le système. J'ai saisi ma radio. Urgence. Enfant en détresse critique. Femme âgée décédée. Adresse 1423, rue des Coquelicots. J'ai besoin d'une ambulance immédiatement. Mais mon regard est retourné vers Chloé. Sa respiration, de plus en plus laborieuse. Ses petits bras. Son ventre. Je ne pouvais pas attendre. Pas une minute de plus. J'ai soulevé Chloé, avec une douceur infinie. Elle était si légère. Si fragile. Accroche-toi, Chloé, ai-je murmuré. Pas aujourd'hui. Pas si j'ai mon mot à dire. Et c'est là qu'elle m'a regardé, ses grands yeux bleus embués de larmes, et a demandé, sa petite voix brisée par la peur, est-ce que je vais mourir comme grand-mère? Le souffle m'a manqué. Ces mots. Ils ont résonné en moi avec une force brutale. Une force que je n'avais pas ressentie depuis des années. Une peur panique. Comme cette nuit, à l'hôpital, lorsque ma petite Camille, ma fille, s'était battue, le souffle court, le regard perdu. Et je n'avais rien pu faire. Absolument rien. La question de Chloé a rouvert une blessure que je croyais cicatrisée. Une blessure profonde. Invisible. Mais bien réelle. Et dans cette urgence, dans cette course contre la montre pour sauver Chloé, il y avait aussi une part de moi qui courait pour sauver Camille. Après l'échographie, après le silence lourd de la salle, je me suis retrouvé dans le couloir de l'hôpital général de Chartres, le cœur serré. Le docteur Sophie Duval, son visage marqué par la gravité de la situation, m'a donné les premières nouvelles. Des mots techniques. Un blocage intestinal sévère, malnutrition avancée, inflammation. Des mots qui décrivaient une souffrance indicible. Une petite vie qui tenait à un fil. J'ai commencé les appels. Il le fallait. C'était mon travail. J'ai d'abord contacté ma propre station de police. Le capitaine Norris a écouté. Longuement. Ma voix était tendue. J'ai expliqué, sans omettre la brutalité de la situation. J'ai demandé à prolonger ma garde, à être autorisé à me concentrer sur ce cas. Il a écouté. Il m'a fait confiance. Pour l'instant. Ensuite, le service social. La première tentative. J'ai été mis en attente. Une musique d'ascenseur. De longs silences. Des formulaires. Des procédures. J'ai senti la lenteur administrative m'envelopper, une inertie qui m'irritait au plus haut point. C'était comme frapper à une porte en béton, quand chaque seconde comptait pour Chloé. On m'a promis un rappel. Je n'ai pas eu le cœur à attendre. J'ai utilisé le système, ma base de données. J'ai cherché. Monique Leclerc.
La propriétaire du 1423, rue des Coquelicots. 76 ans. Des impôts fonciers en retard. Près de 1200 € pour les 3 derniers trimestres. Cela ne semblait pas beaucoup, mais c'était un signe. Un signe évident de la dégradation. Financière. Morale. De l'incapacité à gérer le quotidien. Un foyer qui s'effondre, silencieusement. Une infirmière s'est approchée de moi, un dossier à la main. Son regard était doux, mais teinté de fatigue. Sergent, pour le dossier d'admission de Chloé. Elle a posé des questions de routine. Des informations que je n'avais pas. Son adresse complète. Ses antécédents médicaux précis. La grand-mère est décédée, ai-je expliqué. Je pense qu'elle était seule avec elle. L'infirmière a noté. Puis, elle a levé les yeux vers moi. La question m'a frappé en plein cœur. Elle était si simple. Si directe. Alors, il n'y a personne à contacter? Pas de proche. Pas de proche. Ces mots ont résonné. Chloé. Seule au monde. Complètement. Abandonnée par tout le monde. L'idée m'a serré l'estomac. C'était comme un coup de poing invisible. Une image. La petite main de Chloé, si fragile, si petite. Je ne sais pas, ai-je admis, ma voix plus basse que je ne l'aurais voulu. Il faut que j'enquête. Le docteur Sophie Duval est revenu vers moi, son visage sombre. Sergent, nous la préparons pour la chirurgie. Son état est critique. L'obstruction est trop importante. J'ai senti une nouvelle vague d'angoisse me submerger. Elle va s'en sortir, ai-je demandé, ma voix tremblante. Le docteur a posé une main sur mon épaule. Son regard était bienveillant, mais sans illusion. Nous ferons de notre mieux. Mais il faut vous préparer à tout. Ils l'ont emmenée. Sur le brancard. Dans son petit lit d'hôpital. Chloé. Si petite. Si vulnérable. Ses yeux se sont ouverts un instant. Elle a tendu sa main vers moi. Une petite main. Ne pars pas, a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. J'ai attrapé ses doigts. Je les ai serrés. J'ai regardé ses yeux bleus. Ses yeux qui m'ont rappelé tant de choses. Tant de douleurs. Je serai juste ici, à t'attendre, Chloé. Je le promets. Cette promesse. Elle est devenue un poids. Une charge. Mais aussi une encre. Je ne pouvais plus reculer. Je ne voulais pas. Pas cette fois. Pas encore. Dans ce moment, je savais que ma promesse à Chloé n'était pas seulement une affaire de police. C'était devenu quelque chose de personnel. Quelque chose qui venait de très loin, d'une autre nuit, d'un autre hôpital. Une promesse silencieuse. À Camille. À moi-même. Dans ce moment, je savais que ma promesse à Chloé n'était pas seulement une affaire de police. C'était devenu quelque chose de personnel. Quelque chose qui venait de très loin, d'une autre nuit, d'un autre hôpital. Une promesse silencieuse. À Camille. À moi-même. Les heures à l'hôpital s'étiraient, lourdes de l'odeur d'antiseptique et du bourdonnement lointain des appareils. Mais je ne pouvais pas rester inactif. Ma promesse à Chloé, elle résonnait en moi, pressante. Il fallait que je sache. Tout. Je suis retourné au 1423, rue des Coquelicots. Cette fois, je n'étais plus dans l'urgence de sauver une vie, mais dans la froide détermination d'un détective. La maison. Elle était là, muette, écrasée sous le poids de son propre désespoir. Les fenêtres poussiéreuses filtraient une lumière grise, révélant un silence encore plus profond. Ce n'était plus seulement une scène. C'était le vestige triste d'une vie, d'un abandon. J'ai enfilé des gants en latex. Méthodique. C'est ce que j'étais. Ce que je devais être. La cuisine. Elle racontait sa propre histoire.
Des placards vides. Le réfrigérateur. Il ne contenait que quelques condiments et un peu de lait tourné. Rien d'autre. C'était le signe d'une famine lente, insidieuse. Dans une petite chambre, j'ai trouvé ce qui devait être la pièce de Monique Leclerc. Le lit. Défait. Un verre d'eau, à moitié vide, sur la table de nuit. Des lunettes de lecture, soigneusement pliées, posées à côté d'une vieille Bible. Elle n'avait pas vu la mort venir. Elle ne s'y attendait pas. Elle est partie dans son sommeil, sans un mot, sans un adieu. Un cadre photo. Il a attiré mon attention. Une Monique bien plus jeune. Son sourire rayonnant, rempli de joie, tenant un bébé dans ses bras. J'ai retourné le cadre. Une date. Émilie, 1990. Émilie. Ce devait être la mère de Chloé. Une piste. Enfin. Sous le lit, j'ai découvert une petite boîte en bois. Vieille. Verrouillée. Elle a cédé. À l'intérieur. Des trésors d'un passé oublié. Des actes de naissance. Des cartes de sécurité sociale. Et un certificat de décès. Pour Émilie Leclerc. Daté de 3 ans auparavant. Cause du décès, complications suite à un accident de voiture. Aucune mention d'une fille. D'un père. Rien. Alors que je continuais ma recherche silencieuse, un coup léger à la porte d'entrée, laissée entr'ouverte, m'a fait sursauter. Police, présent, ai-je appelé. Une femme âgée, aux cheveux argentés, aux yeux gentils, a timidement jeté un coup d'œil. Bonjour. J'ai vu votre voiture. Je suis Éléonore Mercier. J'habite juste à côté. Je me suis présenté. J'ai expliqué que j'enquêtais sur les circonstances entourant une enfant trouvée dans la maison. Le visage d'Éléonore s'est affaissé. La petite Chloé? Est-ce qu'elle va bien? Je me suis tellement inquiété. Vous la connaissez, ai-je demandé, une lueur d'espoir s'allumant en moi. Éléonore a hoché la tête, entrant. Bien sûr. Monique était mon amie. 30 ans. Après qu'elle a commencé à avoir des problèmes de mémoire, je passais la voir quand je pouvais. J'apportais des plats, ce genre de choses. Elle a regardé autour d'elle, avec tristesse. J'étais en Floride, chez ma sœur, ce dernier mois. Je suis rentré hier. Et j'ai vu le courrier s'accumuler. Je l'ai invitée à s'asseoir. Madame Mercier, que pouvez-vous me dire sur la situation de Chloé? Qui était responsable d'elle? Éléonore a soupiré lourdement. Monique. Elle n'avait que Monique. Après Émilie, c'était la fille de Monique, après son terrible accident, elle a pris Chloé. Pas de père à l'horizon, autant que je sache. Et la santé de Monique, ai-je insisté doucement. Un début d'Alzheimer, a dit Éléonore, la voix étranglée. Elle avait de bons jours. Et de mauvais jours. J'essayais d'aider quand je pouvais, mais... Elle a laissé sa phrase en suspens, la culpabilité évidente dans son expression. Les services sociaux. Sont-ils jamais venus les voir, ai-je demandé. L'expression d'Éléonore s'est durcie. Je les ai appelés. 2 fois. L'année dernière. Ils ont envoyé quelqu'un. 1 fois. Il a parlé à Monique. C'était un de ses bons jours. Rien n'en est ressorti. La 2e fois. Personne n'est jamais venu. Une colère familière montait en moi. Le genre de colère qui vient quand les systèmes, conçus pour protéger les plus vulnérables, les trahissent. Quand les avez-vous vus pour la dernière fois, ai-je demandé. Il y a environ 5 semaines. Avant mon voyage. Monique semblait plus confuse que d'habitude. J'ai proposé de prendre Chloé quelques jours, mais Monique a insisté. Elles allaient bien. Les yeux d'Éléonore se sont remplis de larmes. J'aurais dû faire plus. J'aurais dû insister.
Vous ne pouviez pas savoir, ai-je dit doucement. Savez-vous si Chloé allait à l'école? Éléonore a secoué la tête. Monique disait qu'elle l'inscrirait à la maternelle. Mais je ne crois pas qu'elle l'ait jamais fait, avec son état qui empirait. Elle s'est reprise. Ah, comment va Chloé? Dites-moi qu'elle va bien. J'ai choisi mes mots avec soin. Là, elle est à l'hôpital général. Son état est grave, mais les médecins s'occupent bien d'elle. Oh, cette pauvre enfant, a murmuré Éléonore. Toute seule dans cette maison après le départ de Monique. Elle a levé les yeux soudainement. La cave? Avez-vous vérifié la cave? J'ai froncé les sourcils. Pas encore. Pourquoi? Monique gardait des papiers importants dans un vieux classeur là-bas. Elle disait que c'était plus sûr en cas d'incendie. Éléonore s'est levée, d'un pas mal assuré. Je peux vous montrer. Ma voiture de police a fendu le trafic, les gyrophares clignotants, mais les sirènes silencieuses. Un compromis entre l'urgence et la peur que le bruit ne rende cette situation encore plus critique. Les mots du docteur Sophie Duval résonnaient dans mon esprit, inlassablement, il y a eu une complication avec Chloé. Le couloir de l'hôpital me semblait plus long que jamais alors que je me hâtais vers l'aile pédiatrique. Une infirmière m'a reconnu immédiatement et m'a dirigé vers une petite salle de consultation où le docteur Duval m'attendait, le visage marqué par l'inquiétude. Que s'est-il passé, ai-je demandé, encore essoufflé par ma course. L'état de Chloé s'est rapidement détérioré il y a environ 1 heure, a expliqué le docteur Duval, sa voix calme malgré la gravité de ses mots. L'inflammation augmente, exerçant une pression sur ses organes. Nous l'avons transférée aux soins intensifs pédiatriques, le service de réanimation. Je me suis appuyé contre le mur pour me stabiliser. Qu'est-ce que cela signifie pour son plan de traitement? Nous ne pouvons plus attendre pour l'opération, a dit le docteur Duval. Son corps est trop faible à cause de la malnutrition pour la procédure que nous avions initialement prévue, mais ne rien faire n'est plus une option. Alors, que se passe-t-il maintenant? Nous avons appelé le docteur Antoine Vidal, notre meilleur chirurgien pédiatrique. Il examine son cas en ce moment. Le docteur Duval a hésité avant de poursuivre. Il y a une autre complication. La procédure dont Chloé a besoin nécessite le consentement d'un tuteur légal. J'ai hoché la tête. Je viens de la direction des services sociaux. Diane Leroy est en train de traiter la garde d'urgence de l'État en ce moment même. Comme si son nom l'avait invoqué, mon téléphone a sonné. Diane me rappelait. Madame Leroy, nous avons besoin de cette autorisation immédiatement, ai-je dit, sans préambule. L'état de Chloé s'est aggravé. Je viens d'envoyer par email les documents de garde d'urgence à l'administration de l'hôpital, a répondu Diane. Il devrait les avoir maintenant. J'ai également autorisé toutes les procédures médicales nécessaires. Je l'ai remercié et j'ai transmis l'information au docteur Duval, qui est parti immédiatement pour confirmer avec l'administration de l'hôpital. Laissé seul dans la salle de consultation, je me suis retrouvé à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, prier. Pas les prières formelles de mon enfance, mais des supplications silencieuses et désespérées pour une petite fille que je connaissais depuis moins d'1 jour. Un léger coup à la porte a interrompu mes pensées. Éléonore Mercier se tenait dans l'embrasure, ses cheveux argentés soigneusement peignés, tenant un petit éléphant en peluche. L'hôpital m'a appelé, a-t-elle expliqué, entrant. Je me suis inscrite comme contact pour Chloé quand j'ai appelé plus tôt pour prendre de ses nouvelles. J'espère que ça ne vous dérange pas. Je lui ai fait signe de s'asseoir. Bien sûr que non. C'est bien qu'elle ait des gens qui se soucient d'elle. Éléonore a posé l'éléphant en peluche sur la table. Je l'ai acheté à la boutique de cadeaux en bas. Monique m'avait dit un jour que les éléphants étaient les préférés de Chloé. Ses yeux se sont remplis de larmes. Ah, comment va-t-elle? J'ai partagé ce que je savais, regardant l'expression d'Éléonore devenir plus préoccupée. Cette pauvre enfant, a-t-elle murmuré. D'abord perdre sa mère, puis Monique, et maintenant ça. Et vous avez mentionné la mère de Chloé avant, ai-je dit doucement.
Savez-vous quelque chose sur son père? Éléonore a secoué la tête. Émilie n'en parlait jamais. Monique m'a dit un jour que c'était une brève relation avant qu'Émilie ne sache qu'elle était enceinte. Je ne pense pas qu'il ait même su l'existence de Chloé. Notre conversation a été interrompue lorsque le docteur Duval est revenu avec un homme grand et distingué, en tenue chirurgicale. Sergent Dubois, voici le docteur Antoine Vidal, a-t-elle présenté. Nous avons l'autorisation et nous préparons Chloé pour la chirurgie maintenant. La poignée de main du docteur Vidal était ferme, son regard direct. Nous allons faire tout ce qui est possible pour elle. La procédure prendra environ 3 heures. Pouvons-nous la voir avant, a demandé Éléonore, serrant l'éléphant en peluche. Le docteur Vidal a hoché la tête brièvement. Ils ont suivi les médecins jusqu'aux soins intensifs pédiatriques où Chloé gisait, entourée d'équipements de surveillance. Malgré la gravité de son état, son visage s'est légèrement éclairé en me voyant. « Tu es revenu ?» a-t-elle murmuré. « Je te l'avais promis », ai-je répondu, prenant sa petite main dans la mienne. « Regarde qui d'autre est là. »« Ta voisine, Madame Mercier. » Éléonore s'est avancée, présentant l'éléphant en peluche. « Je t'ai apporté un ami pour veiller sur toi pendant ton opération, ma puce. » Les doigts de Chloé se sont faiblement enroulés autour du jouet. « Merci. Je l'appellerai Élie, comme vous, Éléonore. » Une infirmière s'est approchée, signalant qu'il était temps. J'ai serré doucement la main de Chloé. « Nous serons juste ici à t'attendre quand tu te réveilleras. Élie l'éléphant te tiendra compagnie d'ici là. » Alors qu'ils emmenaient Chloé vers la salle d'opération, Éléonore et moi nous sommes retrouvés côte à côte, unis dans notre veille pour une enfant qui, à juste titre, aurait dû avoir beaucoup plus de gens qui se battaient pour elle. « Maintenant, nous attendons, » a dit Éléonore doucement, s'installant sur une chaise dans la salle d'attente. J'ai hoché la tête, incapable de me débarrasser du sentiment que ces 3 prochaines heures changeraient de nombreuses vies, surtout la mienne. Le tic-tac implacable de l'horloge murale de la salle d'attente résonnait comme le tonnerre alors que les minutes s'étiraient en 1 heure. Éléonore était allée à la cafétéria chercher du café, me laissant seul avec mes pensées. Un territoire dangereux un jour comme celui-là. J'ai fait une pause devant la fenêtre, regardant les jardins paysagers de l'hôpital sans vraiment les voir. Au lieu de cela, mon esprit conjurait un autre hôpital, une autre veillée, 3 ans auparavant. « Vous allez user le sol si vous continuez à faire les 100 pas, » a dit la voix douce d'Éléonore alors qu'elle revenait avec 2 tasses fumantes. « Le café est terrible ici, mais il est chaud. » J'ai accepté la tasse avec un hochement de tête reconnaissant, mais je suis resté debout. Je n'ai jamais été bon pour attendre. Éléonore m'a regardé avec des yeux complices. Il ne s'agit pas seulement de Chloé, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de plus personnel qui vous pousse. La franchise de sa question m'a pris au dépourvu. Dans mon travail, j'étais devenu adepte de l'esquive des questions personnelles, maintenant la distance professionnelle qui rendait le travail de police possible. Mais aujourd'hui, mes défenses s'effritaient. Je me suis effondré sur la chaise à côté d'Éléonore. « Ma fille, Camille » ai-je commencé, ma voix à peine audible. Elle aurait eu 7 ans cette année. L'expression d'Éléonore s'est adoucie de compréhension. « Aurais-tu » J'ai fixé mon café, trouvant un étrange réconfort à partager le fardeau que je portais habituellement seul. Il y a 3 ans, elle est tombée malade. Ce qui a commencé comme une simple fièvre s'est transformé en quelque chose de plus grave. Ma femme et moi l'avons emmenée dans cet hôpital même. Le souvenir était vif. Le visage rouge de Camille, ses yeux vitreux, la peur qui m'avait étreint alors que son état se détériorait. La salle d'urgence était surpeuplée cette nuit-là. Nous avons attendu des heures pendant que l'état de Camille empirait. Au moment où ils l'ont enfin vue, l'infection s'était propagée dans son sang. Ma voix s'est légèrement brisée. Elle est morte le lendemain matin. Choc septique, ils ont dit. Si on l'avait traitée plus tôt. Éléonore a posé une main ridée sur mon bras. Je suis vraiment désolé, Gérard. Mon mariage n'a pas survécu,
ai-je poursuivi après un moment. Et Kate et moi, nous nous sommes tous les deux blâmés, puis nous nous sommes blâmés l'un l'autre. Elle a déménagé au Colorado l'année dernière pour un nouveau départ. Et vous êtes resté ici, portant ce poids seul, à observer Éléonore doucement. J'ai levé les yeux, rencontrant son regard. Quand j'ai trouvé Chloé hier, tout ce que je pouvais penser, c'était « pas encore ». Je n'ai pas pu sauver Camille, mais peut-être que je pourrais la sauver. C'est pourquoi vous avez fait plus que votre devoir pour une enfant que vous venez de rencontrer, a dit Éléonore, la compréhension naissant dans ses yeux. Je sais que ce n'est pas professionnel, ai-je admis. Mon capitaine me retirerait probablement de ce dossier s'il savait à quel point je le prends personnellement. Éléonore a serré doucement mon bras. Parfois, le travail le plus important que nous faisons vient de nos blessures les plus profondes. Ce n'est pas non professionnel. C'est humain. Leur conversation a été interrompue par Diane Leroy, arrivant légèrement essoufflée, un dossier glissé sous le bras. Je suis venu dès que j'ai pu libérer mon emploi du temps, a-t-elle expliqué. Des nouvelles? J'ai secoué la tête. Toujours en chirurgie. Cela pourrait prendre encore 1 heure ou plus. Diane s'est présentée à Éléonore, puis s'est tournée vers moi. J'ai examiné tout ce qui concerne le dossier de Chloé. C'est pire que nous le pensions. Elle a ouvert le dossier, révélant une pile de papiers. Le dossier de Chloé n'a pas seulement été négligé. Il a été délibérément marqué comme résolu malgré des documents clairs indiquant que la visite à domicile n'avait jamais eu lieu. Romain Dumont, le travailleur social, a falsifié des dossiers pour au moins une 12aine de cas. Il a juste inventé des visites à domicile qui n'ont jamais eu lieu, ai-je demandé, incrédule. Diane a hoché la tête avec gravité. Le service était en sous-effectif et il était débordé, mais ce n'est pas une excuse. Sa négligence a mis des enfants en danger. Elle m'a regardé droit dans les yeux. J'ai déjà signalé cela à mes supérieurs et contacté le comité de surveillance de l'État. Il y aura une enquête. Les implications de l'affaire nous ont envahis. Combien d'autres enfants pourraient être dans des situations comme celle de Chloé? Leur dossier accumulant la poussière avec de fausses assurances de leur sécurité. Avant que je ne puisse répondre, le docteur Duval est apparu dans l'entrée de la salle d'attente, toujours en tenue chirurgicale, son expression illisible. Les trois se sont levés comme un seul homme, unis par leur inquiétude pour la petite fille qui les avait réunis. L'opération est terminée, a commencé le docteur Duval. Le docteur Vidal est en train de refermer. Chloé a survécu à la procédure. Je me suis senti étourdi de soulagement, mais j'ai senti qu'il y avait plus à venir. Et, ai-je demandé. L'attitude professionnelle du docteur Duval s'est légèrement adoucie. L'obstruction était plus étendue que nous ne l'avions anticipé. Elle n'est pas encore tirée d'affaire, mais elle se bat. Les prochaines 24 heures seront critiques. Alors que le docteur Duval partait pour retourner à la salle d'opération, moi, Éléonore et Diane avons échangé des regards, reconnaissant silencieusement que la bataille n'était pas terminée pour Chloé, ni pour le système défaillant qui l'avait trahi. Je devrais retourner au bureau, a dit Diane, rassemblant ses papiers. Il y a beaucoup à faire si nous voulons empêcher que cela n'arrive à un autre enfant. Alors qu'elle se tournait pour partir, je l'ai rappelé. Diane, merci de vous soucier suffisamment pour vous battre de l'intérieur. Elle a fait une pause, un triste sourire traversant son visage. Parfois, c'est l'endroit le plus difficile pour se battre, mais aussi le plus nécessaire. Laissé seul de nouveau avec Éléonore, j'ai réalisé que quelque chose avait changé en moi. Pour la première fois depuis la perte de Camille, je ressentais un but plus fort que mon chagrin. Une détermination non seulement à sauver une petite fille, mais à changer le système qui l'avait abandonnée. Les bips doux des moniteurs médicaux créaient un fond sonore rythmique à l'atmosphère feutrée des soins intensifs pédiatriques. J'étais assis à côté du lit de Chloé, observant le doux mouvement de sa poitrine. 18 heures s'étaient écoulées depuis son opération, et bien qu'elle ne se soit pas encore réveillée, le docteur Vidal nous avait assuré que c'était normal. Son corps avait besoin de temps pour guérir.
Éléonore était rentrée se reposer, promettant de revenir le matin avec des vêtements propres pour Chloé, ramenés de son ancienne maison. J'avais appelé mon capitaine plus tôt pour demander des jours de congé personnel, offrant une vague explication concernant une urgence familiale. Ce n'était pas entièrement faux. Dans mon cœur, Chloé était devenue une sorte de famille en l'espace de 2 jours seulement. Une infirmière est entrée discrètement pour vérifier les signes vitaux de Chloé, m'offrant un sourire de sympathie. « Vous devriez vous reposer vous-même, sergent. Il y a un lit dans la salle familiale au bout du couloir. » J'ai secoué la tête. J'ai promis que je serais là quand elle se réveillera. L'infirmière a hoché la tête, compréhensive. Je vous apporterai du café alors. Vous en avez l'air d'en avoir besoin. Laissé seul de nouveau, j'ai doucement ajusté l'éléphant en peluche qui avait glissé des mains de Chloé. Mon téléphone a vibré avec un message de Diane. Réunion avec le directeur du service demain. Besoin de votre déclaration. J'ai aussi trouvé quelque chose d'intéressant dans les archives. Appelez-moi quand vous pourrez. Ma curiosité piquée. Je suis sorti dans le couloir pour passer l'appel. Désolé de vous déranger si tard, a commencé Diane lorsqu'elle a répondu. J'ai fouillé dans les vieux dossiers toute la soirée. Qu'avez-vous trouvé, ai-je demandé, gardant ma voix basse. Je cherchais tout contact antérieur avec la famille de Chloé avant le dossier de Monique, et j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. Émilie Leclerc, la mère de Chloé, a elle-même été brièvement placée en famille d'accueil quand elle était adolescente. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi est-ce significatif? À cause de son travailleur social, a répondu Diane. Robert Bertrand. C'est maintenant le directeur régional des services sociaux. Le même homme qui a mis en œuvre la politique de réduction des dossiers qui a conduit à la clôture du dossier de Chloé. La connexion a fait courir mon esprit. Alors, l'homme responsable de la politique qui a mis Chloé en danger a un jour aidé sa mère. Exactement, a confirmé Diane. Je pense que nous devons utiliser cette connexion. Bertrand était connu comme un travailleur social dévoué avant de passer à l'administration. Si nous pouvons lui rappeler les vrais enfants derrière les numéros de dossier, rendre cela personnel, cela pourrait aider à changer le système d'en haut. Nous nous comprenons. Mon capitaine m'avait attendu. Notre conversation a été interrompue par un appel urgent venant de la chambre de Chloé. Je me suis précipité pour la trouver les yeux ouverts, confus et effrayé. Bonjour, ai-je dit doucement, m'approchant de son lit. Tu vas bien, Chloé? Tu es à l'hôpital, tu te souviens? Les médecins ont réparé ton ventre. La reconnaissance a percé dans ses yeux bleus. Sergent Matt, a-t-elle murmuré, sa voix rauque car la sonde respiratoire avait été retirée plus tôt dans la journée. C'est ça, ai-je souri avec précaution, prenant sa petite main. Je t'avais dit que je serais là quand tu te réveillerais. Le regard de Chloé a parcouru la pièce inconnue, s'attardant sur l'équipement médical avec une anxiété croissante. Où est Ellie? J'ai cherché l'éléphant en peluche qui avait glissé sur le côté du lit. Juste ici. Elle a veillé sur toi. Chloé a serré le jouet contre sa poitrine, visiblement apaisée. Mon ventre ne fait plus si mal maintenant. C'est parce que le docteur Vidal est très bon pour réparer les ventres, ai-je expliqué, appuyant sur le bouton d'appel pour alerter les infirmières. Une agitation a suivi alors que le personnel médical venait vérifier leur patiente nouvellement réveillée. Le docteur Duval est arrivé quelques minutes plus tard, son attitude professionnelle s'adoucissant alors qu'elle examinait doucement Chloé. « Tu vas très bien », a-t-elle dit à Chloé avec un sourire chaleureux. « Tu es une petite fille très courageuse. » Quand nous avons été de nouveau seuls, Chloé m'a regardé avec une franchise qui démentait son âge. « Que se passe-t-il maintenant ?» a-t-elle demandé doucement. « Où irai-je quand j'irai mieux? Je ne peux pas rentrer chez moi parce que grand-mère n'est plus là. » La question m'a transpercé le cœur. Dans l'urgence de sauver la vie de Chloé, j'avais mis de côté la question plus difficile de son avenir. Les services sociaux la placeraient en famille d'accueil. Mais après tout ce qu'elle avait traversé,
l'idée qu'elle soit confrontée à plus d'incertitudes et de changements semblait cruelle. Nous sommes en train de trouver une solution, ai-je répondu honnêtement. Mais je te promets que tu ne seras pas seul. Il y a des gens qui se soucient beaucoup de toi. Chloé a semblé y réfléchir, son petit front plissé de pensée. Comme vous et Madame Éléonore. Exactement comme nous, ai-je confirmé. Et il y en a d'autres aussi. Madame Leroy, d'un service appelé les services sociaux, travaille très dur pour s'assurer que tu sois bien prise en charge. Les paupières de Chloé ont commencé à tomber. La brève conversation ayant épuisé son énergie limitée. Viendras-tu me voir même quand je ne serai plus ici? La question m'a pris au dépourvu, exposant l'attachement émotionnel que j'avais formé. La distance professionnelle avait depuis longtemps disparu. Oui, Chloé, ai-je promis, repliant la couverture sur ses épaules. Je te rendrai visite où que tu sois. Alors que Chloé s'endormait de nouveau, mon téléphone a vibré avec un autre message. Celui-ci de mon capitaine. Besoin de parler de votre implication dans l'affaire Leclerc. Mon bureau 9 h demain matin. Le ton suggérait des ennuis. Mais en regardant le visage paisible de Chloé, je n'ai pas pu regretter la moindre limite que j'avais franchie. Certains engagements transcendaient les frontières professionnelles, et ma promesse à Chloé en faisait partie. J'ai rencontré Marc Lambert devant la chambre de Chloé. Un homme jeune, dans la trentaine, en tenue militaire. Son allure, son port. Droit. Ses yeux. Intenses. Il avait ce regard que je connaissais. Celui des hommes qui ont vu au-delà des frontières. Diane Leroy, elle, était là, à ses côtés. C'est elle qui l'avait retrouvé. Grâce au vieux dossier d'Émilie. La sergent Dubois, a dit Diane, merci d'être venu si vite. Voici Marc Lambert, de l'armée de terre. Marc s'est tourné vers moi, m'a tendu la main. Une poignée ferme. Son regard, scrutateur, perçant. C'est vous, l'officier qui a trouvé ma fille. Ma fille. Ces mots. Il portait un poids. Un poids lourd. Oui, ai-je répondu. Que vous ont-ils dit? Tout, a-t-il dit, sa voix tendue, sous un contrôle difficile. Et que Émilie ne m'a jamais parlé de Chloé. Qu'elle est morte il y a 3 ans. Que ma fille vivait avec une grand-mère que je n'ai jamais connue et qu'elle a failli mourir de négligence. Sa voix a vacillé. J'étais en poste à l'étranger ces 4 dernières années. Je ne savais rien. Diane a expliqué, Marc n'est revenu en France que le mois dernier. Il était basé à la base militaire de Saint-Germain depuis. Émilie et moi, nous étions ensemble brièvement avant mon premier déploiement, a poursuivi Marc. Quand nous avons rompu, je n'avais aucune idée qu'elle était enceinte. Elle ne m'a jamais contacté. Je l'ai étudiée. Je cherchais. Un signe. De réticence. De mensonge. Mais je n'ai rien trouvé. Seulement le choc. La pure stupéfaction. Et une détermination naissante. Claire. Vous l'avez vu, ai-je demandé. Marc a secoué la tête. Les médecins l'examinent en ce moment. Ils ont dit que je pouvais entrer après. Il m'a regardé droit dans les yeux. Comment va-t-elle, vraiment? Cette question. Elle portait tant de couches. Pas seulement son état physique. Mais son âme. Sa personnalité. Tout ce qu'un père devrait savoir sur son enfant. Mais il avait été privé de tout cela. Elle est courageuse, ai-je répondu honnêtement. Résiliente. Plus intelligente que la plupart des enfants de son âge. Elle aime les éléphants et la couleur bleue. Un léger sourire a traversé le visage de Marc. Le bleu était aussi la couleur préférée d'Émilie. Le docteur Duval est sorti de la chambre de Chloé, nous faisant un signe de tête. Là, elle va bien ce matin. Ses signes vitaux s'améliorent. Elle s'est adressée directement à Marc. Là, elle demande à vous rencontrer. Nous lui avons expliqué que son père est venu la voir,
mais elle est naturellement nerveuse. Marc a redressé ses épaules. Comme s'il se préparait pour une mission. Que dois-je lui dire? C'était une question si simple. Si humaine. Et c'est là que mes réserves à son égard ont commencé à se dissoudre. Soyez juste honnête, ai-je conseillé. Là elle a eu suffisamment de gens qui l'ont déçue. Elle a besoin de savoir que vous êtes là maintenant. Et que vous ne partirez pas. Marc a hoché la tête, reconnaissant, puis a suivi le docteur Duval dans la chambre. Par l'embrasure de la porte, j'ai aperçu Chloé assise dans son lit, serrant son éléphant en peluche. Ses yeux. Grands. Écarquillés. Alors qu'elle voyait Marc pour la première fois. Le père qu'elle n'avait jamais su avoir. Maintenant, soudain, réel. Présent dans sa vie. Éléonore et moi nous sommes retrouvés dans la cafétéria de l'hôpital, une tasse de café entre les mains, digérant les événements de la matinée. À travers les grandes fenêtres, le soleil printanier projetait une lueur d'espoir sur l'enceinte de l'hôpital, semblant en décalage avec les émotions complexes que je ressentais. Il a l'air d'être un homme bien, a dit Éléonore, rompant le silence pensif entre nous. J'ai hoché la tête. Il l'est. Franc. Responsable. L'enquête de moralité que Diane a menée est impeccable. Un dossier militaire exemplaire. Mais vous êtes toujours inquiet, a observé Éléonore, sa perspicacité aiguisée par des décennies d'observation des gens. J'ai soupiré, faisant tourner ma tasse de café entre mes mains. Je ne suis pas inquiet. J'ai fait une pause, cherchant le mot juste. Je m'adapte. Il y a 2 jours, Chloé n'avait personne. Maintenant, son père apparaît. Un père qui n'a jamais su qu'elle existait, qui doit construire une relation avec elle à partir de 0, alors qu'elle se remet d'une opération majeure. La vie suit rarement un calendrier pratique, a dit Éléonore doucement. Mais n'est-ce pas ce que vous vouliez pour Chloé? Quel est quelqu'un qui se soucie d'elle, vraiment? Avant que je ne puisse répondre, Diane est apparue à notre table, se glissant sur une chaise vide. Je viens de raccrocher avec Robert Bertrand, le directeur régional. Il a accepté de nous rencontrer demain matin. Son expression était prudemment optimiste. Marc, dans le tableau, change les choses de manière significative. Les familles de militaires ont accès à des systèmes de soutien qui pourraient grandement bénéficier à la convalescence de Chloé. J'ai assimilé cette information en silence, conscient que chaque développement positif pour Chloé semblait diminuer mon rôle dans sa vie. Exactement comme cela devait être. Bien que la prise de conscience me laissait un sentiment de vide inattendu. Comment s'est passée leur première rencontre, a demandé Éléonore. Le visage de Diane s'est adouci. Maladroite au début, mais ensuite quelque chose de remarquable s'est produit. Chloé lui a demandé s'il aimait aussi les éléphants, et Marc a mentionné qu'il avait vu de vrais éléphants lors d'une mission de maintien de la paix en Afrique. Vous auriez dû voir son visage s'illuminer. Elle s'est tournée vers moi. Là elle a demandé après, au fait. Elle voulait vous présenter à son papa. Cette simple demande m'a serré le cœur. Malgré tout, Chloé me voulait toujours dans sa vie. Elle me voulait faire partie de ce nouveau chapitre qui se déroulait. Les médecins parlent de la laisser sortir dans quelques jours si sa convalescence continue à ce rythme, a poursuivi Diane. Nous devons déterminer où elle ira. Marc a un logement temporaire sur la base au Saint-Germain, mais ce n'est pas idéal pour un enfant en convalescence. Éléonore s'est redressée soudainement, ses yeux s'éclairant d'un but. L'ancienne chambre de ma fille est vide depuis qu'elle a déménagé à Paris. Elle est au rez-de-chaussée, calme, avec une jolie vue sur le jardin. Marc et Chloé pourraient y rester jusqu'à ce que des arrangements plus permanents soient pris. L'offre a plané dans l'air, sa générosité nous frappant tous de silence pendant un instant. C'est incroyablement gentil, Éléonore, a finalement répondu Diane. Laissez-moi en discuter avec Marc et l'équipe médicale. Alors que Diane partait, un mélange complexe d'émotions m'a envahi. De la gratitude pour l'esprit généreux d'Éléonore, du soulagement que l'avenir de Chloé prenne forme, et oui,
un sentiment doux amer de mon propre rôle passant de sauveur à quelque chose d'encore indéfini. Éléonore, toujours perspicace, a tendu la main sur la table pour me tapoter la main. Ce n'est pas une fin, Gérard. C'est un début pour nous tous. Ces mots ont été interrompus par une infirmière se dépêchant vers notre table, son expression urgente. Sergent Dubois, vous devez venir vite. Il y a une situation avec Chloé. Mon café oublié, mon cœur s'est emballé alors que je suivais l'infirmière vers le service de pédiatrie, mon esprit rempli de terribles possibilités après avoir parcouru un si long chemin. Si kive konge nay, et jup toi bin na es un bendi, toi bit rngvn ko nhng ngibn nkung toi trong suan tranet. SKOMTCA kivelanga ng vient hélène nht toi katip phn kui kung, an train tim likong y show Chloé vacho nhng atr kak, sur la chaîne Les Voix du Cœur. NG quand partager cette histoire pour que les voix faibles ne soient jamais oubliées. J'ai couru à travers les couloirs de l'hôpital, mon esprit conjurant les pires scénarios à chaque pas pressé. Cependant, lorsque j'ai atteint la chambre de Chloé, la scène qui m'a accueilli n'était pas l'urgence médicale que je craignais. Le docteur Antoine Vidal se tenait au chevet de Chloé, examinant un graphique avec une expression préoccupée. Marc était assis sur la chaise des visiteurs, le visage tendu, écoutant le médecin. Chloé elle-même semblait pâle mais alerte, serrant Élie l'éléphant. « Que se passe-t-il » ai-je demandé, encore essoufflé par ma course. Le docteur Vidal s'est tourné, son expression grave mais mesurée. Nous avons rencontré une complication dans la convalescence de Chloé. Sa dernière analyse sanguine montre des signes d'anémie plus sévères que nous ne l'avions anticipé. Elle a besoin d'une transfusion pour soutenir son processus de guérison. D'accord, ai-je hoché la tête, un soulagement m'envahissant de voir que ce n'était pas plus grave. Donc, vous allez lui donner du sang de la réserve de l'hôpital. C'est là le problème, a expliqué le docteur Vidal. Chloé a un groupe sanguin relativement rare, B négatif. Notre stock actuel est limité, et étant donné son état, nous préférerions un don direct si possible. Marc s'est levé, la frustration évidente dans son attitude. J'ai déjà été testé. Je suis A positif, non compatible. J'ai assimilé cette information, comprenant maintenant pourquoi j'avais été convoqué. Vous voulez me tester ? Le docteur Vidal a hoché la tête. Nous testons toute personne volontaire. L'infirmière a mentionné que vous avez passé un temps considérable avec Chloé et, franchement, nous explorons toutes les options. Je le ferai, ai-je répondu sans hésitation. Testez-moi maintenant. Chloé, qui avait regardé tranquillement les adultes parler d'elle, a pris la parole d'une petite voix. Sergent Matt, est-ce que ça veut dire que vous allez aider à réparer mon sang ? Je me suis approché de son lit, lui offrant un sourire rassurant. Nous allons essayer, Chloé chérie. Le surnom est apparu spontanément, se sentant d'une certaine manière juste. Un léger sourire a touché ses lèvres pâles. Chloé chérie, comme là où les grenouilles s'assoient. Exactement comme ça, ai-je confirmé, mon cœur s'allégeant à son éclair d'humour malgré les circonstances. Une infirmière est entrée pour prendre mon échantillon de sang, tirant efficacement une fiole de mon bras tout en expliquant que le processus de test prendrait environ 30 minutes. En attendant les résultats, Marc, Chloé et moi avons engagé une petite conversation un peu maladroite, qui s'est progressivement transformée en un échange plus naturel. Marc a partagé des histoires adaptées aux enfants de son service militaire dans des zones non combattantes. Tandis que je racontais quelques-unes de mes expériences les plus amusantes en tant qu'officier de police, Chloé écoutait avec un intérêt écarquillé, posant occasionnellement des questions qui révélaient son intelligence vive. Le retour de l'infirmière a fait taire notre conversation. Son expression a trahi le résultat avant qu'elle ne parle. Sergent Dubois, vous êtes B négatif. Une correspondance pour Chloé. L'improbabilité statistique de la chose a plané dans l'air. Moins de 2% de la population partageait ce groupe sanguin. Que se passe-t-il ensuite, ai-je demandé, retroussant déjà ma manche. Le docteur Vidal a expliqué le processus de don, y compris les effets secondaires potentiels que je pourrais ressentir.
Étant donné vos antécédents médicaux, je dois vous avertir que le don de sang peut parfois déclencher. Je suis conscient des risques, ai-je interrompu, ne voulant pas discuter de mes problèmes de santé personnelle devant Chloé. Faisons-le. Alors que les préparatifs pour la transfusion étaient faits, Marc s'est approché de moi, parlant doucement. Merci. J'aurais aimé être celui qui fait ça pour elle. Vous aurez de nombreuses occasions d'être son héros, l'ai-je assuré. C'est juste une petite chose que je peux faire. Chloé a observé les adultes avec des yeux solennels, comprenant plus qu'ils ne le réalisaient. Lorsque l'infirmière est revenue pour m'accompagner à la salle de don, Chloé m'a appelé, « Sergent Matt, cela signifie-t-il que j'aurai une partie de vous en moi pour toujours ?» La question innocente m'a pris au dépourvu par sa profondeur involontaire. Je suppose que oui, Chloé chérie. Un petit morceau de moi aidant une grande partie de toi. Son sourire valait n'importe quel inconfort que le don pourrait apporter. Bien. Je veux te garder avec moi. Alors que je suivais l'infirmière, j'ai surpris Marc me regardant avec un respect nouveau et peut-être un soupçon de compréhension sur le lien spécial qui s'était formé entre l'officier de police et la petite fille dont j'avais sauvé la vie. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses de la salle de conférence de la direction des services sociaux, illuminant des particules de poussière qui dansaient dans l'air comme de minuscules étoiles. J'étais assis à côté de Diane Leroy, tous deux face à Robert Bertrand, l'imposant directeur régional dont les politiques avaient involontairement contribué au calvaire de Chloé. Bertrand était un homme grand d'une soixantaine d'années, aux cheveux argentés et à l'expression neutre et rodée d'un bureaucrate de carrière. Il a examiné les documents devant lui avec une précision méthodique, jetant occasionnellement des regards à Diane et à moi comme pour évaluer notre détermination. « C'est une situation assez extraordinaire », a-t-il finalement dit, retirant ses lunettes de lecture. Un travailleur social falsifiant des dossiers, une enfant vulnérable frôlant la mort, un père apparaissant de nulle part, et un officier de police qui a largement dépassé les limites professionnelles. Son regard s'est posé sur moi. Le tout culminant par une demande formelle de refonte de tout notre système de gestion des dossiers. J'ai soutenu son regard fermement. Les situations extraordinaires révèlent souvent des problèmes systémiques que la surveillance ordinaire manque. Bertrand s'est penché en arrière sur sa chaise. Je suis dans ce service depuis 35 ans, sergent Dubois. J'ai vu des changements de politique aller et venir, généralement motivés par des contraintes budgétaires ou des agendas politiques plutôt que par ce qui est le mieux pour les enfants que nous servons. Y compris la politique de clôture des dossiers à faible priorité. Sans un suivi approprié, a demandé Diane, son ton professionnel mais incisif. Un léger inconfort a traversé le visage de Bertrand. Cette directive particulière a été mise en œuvre après une réduction budgétaire de 20% l'année dernière. Nous avons dû faire des choix difficiles. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, ai-je répondu. Ces choix difficiles ont failli coûter la vie à Chloé Leclerc. Et selon l'examen de Madame Leroy, il y a potentiellement des dizaines de cas similaires qui ont été clôturés prématurément. L'expression de Bertrand s'est adoucie de manière inattendue. J'ai connu Émilie Leclerc, vous savez, il y a de nombreuses années. Il a tourné une page du dossier, révélant une photographie d'une adolescente datant de plusieurs décennies. J'étais son travailleur social quand elle avait 15 ans. Une fille brillante, des circonstances difficiles. La connexion personnelle semblait changer quelque chose dans le comportement du directeur. Je n'ai jamais su qu'elle avait une fille. Diane a saisi l'ouverture. Monsieur Bertrand, nous ne sommes pas là pour attribuer des blâmes. Nous sommes là parce que le système a besoin d'un changement structurel, et vous êtes l'une des rares personnes à avoir l'autorité pour le mettre en œuvre. J'ai ajouté, Chloé a eu de la chance. Elle a eu des gens qui l'ont trouvée à temps. Mais qu'en est-il des autres enfants dont les dossiers ont été clôturés sans évaluation appropriée ? Qui les cherche ? Bertrand est resté silencieux pendant un long moment, étudiant la photographie d'Émilie. Lorsqu'il a levé les yeux, la détermination avait remplacé la prudence bureaucratique dans son regard. J'autorise un examen d'urgence de tous les dossiers clôturés selon le protocole accéléré, a-t-il annoncé, tendant la main vers un stylo.
Et je demanderai un financement d'urgence au comité de surveillance de l'État. En signant le formulaire d'autorisation, il a poursuivi, je forme également un groupe de travail pour réviser nos procédures de gestion des dossiers. Madame le roi, j'aimerais que vous le dirigiez. Diane a semblé momentanément stupéfaite avant d'acquiescer. Bertrand s'est tourné vers moi. Et j'aimerais rendre visite à Chloé Leclerc pour voir de première main à quoi ressemblent nos échecs politiques en termes humains. Parfois, les administrateurs comme moi ont besoin de ce rappel. En quittant le bâtiment, 20 minutes plus tard, Diane s'est tournée vers moi avec un optimisme prudent. Ça s'est mieux passé que prévu. J'ai hoché la tête, ressentant un sentiment d'accomplissement qui allait au-delà du cas individuel de Chloé. Parfois, la bonne personne a juste besoin d'entendre la bonne histoire au bon moment. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Éléonore. Bonne nouvelle. Les médecins disent que Chloé peut sortir demain. Marc a accepté mon offre. Ils emménagent ce week-end. Venez fêter ça avec nous. Une simple invitation qui représentait tant. La convalescence de Chloé, sa famille retrouvée, un avenir qui prenait forme. J'ai répondu par un oui, réfléchissant à la façon dont un appel 911 de routine avait déclenché des changements qui se répercuteraient sur de nombreuses vies, y compris la mienne. Ce qui avait commencé comme une mission pour sauver une enfant avait évolué vers quelque chose de plus vaste, une chance d'aider à réparer un système défaillant et, peut-être, de guérir quelque chose en moi-même. Le salon douillet d'Éléonore s'était transformé en un espace de célébration improvisé. Des serpentins en papier coloré pendaient du plafond, et une bannière peinte à la main, sur laquelle on pouvait lire « Bienvenue à la maison, Chloé », était tendue sur un mur. L'arôme des biscuits fraîchement cuits remplissait l'air tandis qu'une petite assemblée de personnes, devenues inopinément liées, attendait les invités d'honneur. J'ai redressé une pile de livres pour enfants que j'avais apportés en cadeau, me sentant étrangement nerveux. Diane arrangeait des fleurs dans un vase tandis que le docteur Sophie Duval, qui avait accepté l'invitation d'Éléonore malgré son emploi du temps chargé, aidait à disposer les rafraîchissements. Même le capitaine Norris était passé, apportant un ours en peluche vêtu d'un uniforme de police, qui trônait fièrement parmi les autres cadeaux. Le bruit d'une voiture s'arrêtant dans l'allée a fait taire nos conversations. Éléonore s'est dépêchée vers la fenêtre. Ils sont là. Quelques instants plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte, révélant Marc portant Chloé dans ses bras, son petit corps encore trop faible pour la marche depuis la voiture. Son visage s'est illuminé à la vue de la pièce décorée et des personnes qui attendaient de l'accueillir. Surprise, ont-ils appelé à l'unisson, leur voix douce en considération de sa convalescence. Le sourire de Chloé, plus éclatant et plus authentique que je ne l'avais jamais vu, a rendu chaque moment difficile de la semaine passée, valable. Alors que Marc l'a déposée délicatement sur le canapé, elle m'a aperçu et a tendu les bras pour un câlin. « Sergent Matt, tu es venu. » Je me suis agenouillé à côté d'elle, acceptant son étreinte avec un cœur si rempli qu'il menaçait de déborder. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, Chloé chérie. Alors que la petite célébration se poursuivait, j'ai observé les changements subtils chez Chloé, la couleur qui revenait à ses joues, une étincelle de joie dans ses yeux qui n'y était pas auparavant. Marc, lui aussi, semblait transformé, son allure militaire adoucie par son nouveau rôle de père, son attention aux besoins de Chloé à la fois touchante et prometteuse pour leur avenir ensemble. Éléonore s'est approchée de moi alors que j'observais le père et la fille, m'offrant une tasse de thé. C'est remarquable à quelle vitesse ils se sont liés, a-t-elle observé doucement. J'ai hoché la tête. Là elle avait besoin d'appartenir à quelqu'un, et il avait besoin de quelqu'un à chérir. Et vous, a demandé Éléonore doucement. De quoi avez-vous besoin, Gérard? La question m'a pris au dépourvu, me forçant à affronter le cheminement de mon propre cœur au cours de ces journées extraordinaires. Avant que je ne puisse répondre, Chloé m'a appelé, sa voix excitée. Sergent Matt, papa dit que je peux avoir un vrai animal de compagnie quand nous aurons notre propre maison. Tu m'aideras à en choisir un. La simple requête, et l'avenir qu'elle impliquait, a répondu à la question d'Éléonore plus clairement qu'aucun mot n'aurait pu le faire. Cela montrait que, d'une manière ou d'une autre, je ferais toujours partie de sa vie, mais dans un rôle différent.
Un rôle plus doux. J'ai reçu un message de mon capitaine. Besoin de parler de votre implication dans l'affaire Leclerc. Mon bureau 9 heures demain matin. Le ton suggérait des ennuis. Mais en regardant le visage paisible de Chloé, je n'ai pas pu me résoudre à regretter la moindre limite que j'avais franchie. Certains engagements transcendaient les frontières professionnelles, et ma promesse à Chloé en faisait partie. 6 mois plus tard. Le soleil de printemps baignait le petit parc de la base militaire de Saint-Germain, où les papillons dansaient au-dessus des herbes folles. J'étais là, debout, observant Chloé. La petite fille frêle, au ventre distendu, que j'avais trouvée ce jour fatidique, avait fait place à une enfant vibrante, pleine d'énergie. Son rire, cristallin, résonnait comme une musique à travers l'air de jeu. Marc était assis sur un banc voisin, son regard attentif posé sur sa fille. Nous avions, lui et moi, développé une amitié inattendue, liée par notre engagement commun envers le bien-être de Chloé. Marc avait obtenu une nouvelle affectation, sans déploiement, lui permettant de créer un foyer stable pour Chloé, qui s'épanouissait désormais à la maternelle. Je ne te remercierai jamais assez d'être venu nous voir, a dit Marc, son expression sincère. Elle en parlait depuis des semaines. J'ai souri, regardant Chloé s'approcher délicatement d'un papillon monarque posé sur une fleur. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Et puis, j'avais quelques affaires au bureau régional des services sociaux. C'était vrai. Les réformes, initiées par l'affaire Chloé, s'étaient étendues au-delà de Chartres. Plusieurs départements avaient mis en œuvre de nouveaux protocoles et des mesures de protection. J'étais devenu, contre toute attente, un consultant, partageant mon expérience lors de formations pour les forces de l'ordre et les agences sociales. Chloé est revenue en courant, les joues rougies par l'excitation. « Sergent Matt, viens voir mon endroit spécial. » Elle m'a tiré par la main, m'entraînant vers un coin tranquille du parc où un petit jardin avait été aménagé. Au centre se dressait une petite statue d'éléphant, entourée de délicates fleurs bleues. « Papa m'a aidé à le faire, » expliqua-t-elle avec fierté. « L'éléphant, c'est pour me souvenir. Et les fleurs bleues, c'est pour l'espoir. » Elle leva ses yeux sincères vers moi. C'est ce que ma conseillère dit, que même quand les choses sont vraiment mauvaises, l'espoir peut toujours grandir. Je me suis agenouillé à sa hauteur, profondément ému par la sagesse de ces mots simples. Ta conseillère est très intelligente, Chloé chérie. J'ai appelé l'éléphant Matt, a-t-elle confié, désignant la petite statue. Alors même quand tu n'es pas là, je me souviens que tu veilles sur moi. La simplicité de cette déclaration m'a pris au dépourvu, remplissant mes yeux de larmes inattendues. Cette petite fille, qui avait tant enduré, avait trouvé un moyen de transformer son traumatisme en quelque chose de beau. Alors que nous retournions vers Marc, Chloé sautillant entre nous, je me suis senti en paix. La blessure de Camille ne s'était pas effacée. Elle était là. Mais elle ne me définissait plus. Elle était devenue une part de mon histoire, un moteur silencieux. Le soleil continuait de briller sur le parc, mais le monde de Gérard Dubois, et celui de bien d'autres, avait changé. Cette histoire, celle d'une petite fille trouvée au bord de l'abîme, n'était pas seulement celle d'une vie sauvée. Elle était celle de révélations profondes, de conscience éveillée, et d'un espoir qui ne faiblit jamais. L'histoire que Gérard Dubois nous a contée, celle de Chloé, touche à sa fin. Que pensez-vous de la décision de Gérard? Auriez-vous agi différemment à sa place, face à cette petite fille, à ce système? Partagez vos réflexions dans les commentaires, je lis chacun de vos messages avec la plus grande attention. Si cette histoire vous a touché, vous a fait réfléchir, ou a résonné en vous, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de la partager avec ceux qui, vous le sentez, en seront également émus, et de vous abonner à la chaîne Les Voix du Cœur pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine histoire et qui sait, la prochaine fois, c'est peut-être vous, l'âme sensible, qui percevra le prochain murmure de l'existence.